il n'y a pas de disqualification, d'où les mecs se font des tags. Enfin, c'est Extreme Rules, symptomatique de l'état de la WWE actuelle. Je le redis, une quantité incroyable de superbes talents. Pas forcément tous les meilleurs au monde, à la New Japan, à la AEW, on a des talents exceptionnels, mais grosso modo, on n'a que des talents exceptionnels sur le main roster. Et ces talents, ils ne peuvent pas s'exprimer à la hauteur de ce talent justement parce que on leur donne des directives qui viennent d'un gars qui est totalement déconnecté, non seulement de la réalité, mais aussi d'une logique qui a fait pourtant son succès il y a 10, 20 et 30 ans. Bonjour à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Aujourd'hui, on va faire une review et une critique de WWE Extreme Rules 2019 qui finalement fait ouvrir un grand débat sur la situation de la WWE actuelle et je pense que ce serait intéressant de mêler les deux, de prendre ce qui s'est passé à Extreme Rules comme argument, comme cas pratique venant soutenir ce que j'ai mis en titre de la vidéo, c'est-à-dire que la WWE aujourd'hui c'est une masse absolument incroyable de talents qui sont dans une espèce de prison un petit peu étrange dirigée par le grand Manitou Vince McMahon. Alors qu'est-ce qui s'est passé lors de ce pay-per-view WWE Extreme Rules? Eh bien en fait, personnellement, j'ai enfin compris. Alors c'est pas que j'ai enfin compris là aujourd'hui en le regardant, c'est que quelque chose qui traîne là depuis quand même de nombreux mois, finalement, entre guillemets, j'ai abandonné. Alors j'abandonne pas du tout la WWE, parce qu'en tant que fan de catch depuis 27 ans, mon premier pay-per-view c'était SummerSlam 1992, j'ai beaucoup trop d'amour pour le catch, pour arrêter de regarder la WWE, je suis pas capable de boycotter le produit, malgré les décisions qui sont très douteuses, notamment celle d'arrêter la diffusion des pay-per-views sur AB1 et AB Explore. D'ailleurs, si vous voulez que je fasse une vidéo spécialement sur ce sujet, parce que souvent on dit oui, alors ils veulent trop d'argent, blablabla. C'est plus complexe que ça. C'est pas que de l'argent, c'est pas que de la mégalomanie, c'est pas que du marketing, c'est un petit peu de tout. Enfin, c'est pas aussi simple qu'on aimerait le penser. Donc si vous avez envie que je rentre dans ce sujet, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Et puis sinon, eh bien on va couper aussi cette vidéo parce qu'en ce moment, pour mon autre chaîne et pour ma société, je suis en train de monter des vidéos sur Bali au drone pour faire un petit peu la promotion d'un voyage que je vais encadrer et faire l'année prochaine. Donc on va faire une petite respiration magnifique tournée au drone directement à Bali en milieu de vidéo, comme ça nous permettra un petit peu de prendre de la hauteur et de s'élever par rapport à tout ça, et aussi de se vider l'esprit, car comme vous le savez, Wrestling Clinic, c'est la seule chaîne où on vous parle de catch et en un claquement de doigts, on vous fait voyager à l'autre bout de la planète. Après la vidéo, bien entendu, les amis, n'hésitez pas à laisser vos réactions, à me dire qu'est-ce que vous avez pensé de ce Extreme Rules. Est-ce que vous avez aimé la foule? Est-ce que vous avez aimé les matchs? Est-ce que vous avez aimé le booking? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Donc Extreme Rules, le pré-show, ça commence par la défaite de Finn Balor, qui a perdu son titre intercontinental. Le prestige du titre intercontinental, il a toujours été là. Sauf que maintenant, je ne sais pas trop pourquoi. Là, on le met en pré-show. Bon, ok, soit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est Finn Balor qui va être complètement relégué dans des échelons inférieurs de la hiérarchie de la WWE? Ou est-ce qu'on est face à une espèce de renouveau de Nakamura? Je sais pas. En tout cas, quelle que soit la décision, surtout si elle est positive pour Nakamura, je trouve ça très étrange de le faire en pré-show. Petite précision, et je remercie Ali de Catch Club de m'avoir envoyé le message sur WhatsApp cette nuit. Donc c'est pas du tout moi qui est tilté sur le truc, je sais même pas si je l'ai entendu ou si j'ai fait attention. Lorsque Charlie Caruso interviewe un des membres du New Day, je crois que c'était Xavier Woods, elle lui dit « Xavier, donc aujourd'hui, match à 3 équipes, ça veut dire que vous n'avez qu'une chance sur 3 de remporter les titres par équipe. Ce qui veut dire que vous n'avez..." Et là, elle doit lire ses notes pour dire 33% de gagner le match. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un tel niveau d'abrutissement que une nana qui est
enfin un présentateur, que ce soit Nana ou pas hein, d'ailleurs, mais un présentateur à la WWE qui est là comme ça avec une audience de millions de personnes, qui va montrer qu'elle est même pas capable de faire 100 divisé par 3, un chiffre que tout le monde connaît, je veux dire depuis l'école primaire. Ça, pour moi, c'est désespérant de conneries. C'est aussi désespérant que le non-sens des règles dans ce Extreme Rules. Donc, le catch, il y a des règles, hein, ok, il y a des règles. D'ailleurs, j'ai reviewé très récemment, je l'ai pas encore mis sur la clinique, j'ai fait la review, j'ai fait les notes, j'ai pas encore tourné le truc de SummerSlam 2009. Là aussi, il y a des concepts qui sont géniaux et qui sont complètement ruinés par de la merde. Donc le premier match, c'était très sympa de voir l'Undertaker en début de show comme ça, l'Undertaker qui finalement, ça aussi je l'ai dit à Ishtou, ancien commentateur en remplaçant de Philippe Chéreau sur AB1, on en a parlé rapidement ce matin. L'Undertaker, voilà, je trouve qu'il look mieux que lors de comment ça s'appelait, Super Showdown. En tout cas, il look beaucoup mieux que Shane McMahon qui est à l'agonie. Enfin, on a l'impression que le mec qui fait tous ces matchs là, ouais, que le gars il va claquer, dans le ring comme ça. Je veux dire, bref, c'est pas ça la question. La question, c'est que donc on a un match par équipe. On est à Extreme Rules, on n'est pas à Raw, on n'est pas à SmackDown, on n'est pas dans un autre pay-per-view, et on est encore moins dans un match, comme ça a été mentionné pour celui de Ricochet et AJ Styles, un match de règles normales, même si je trouvais que l'utilisation du terme normal était assez bidon. On est dans un match par équipe à Extreme Rules. Ça veut dire, et en plus, on le répète à l'antenne, il n'y a pas de disqualification. Pourtant, les mecs restent sur l'apron à attendre le changement. C'est quoi cette connerie? Enfin, je veux dire, si c'est Extreme Rules, qu'il n'y a pas de disqualification, ça va faire comme à, je dis n'importe quoi, Uncensored 97, Public Enemy contre Harlem Heat, match qui m'avait marqué à l'époque, c'était le premier pay-per-view WCW diffusé sur Canal+. Voilà, les 4 mecs sont dans le ring et ça se bastonne dans tous les coins. Et quand bien même ils voudraient, entre guillemets, respecter les règles, ou l'absence de règles, si je vois mon pote, allez, je catch avec Ali, ok, on est en équipe comme ça. Et on catch contre les Revival, il n'y a pas de disqualification. Je vois Ali qui se fait rosser la gueule dans le ring. Je vais aller le sauver. Il n'y a pas de disqualification. J'ai pas besoin d'attendre un tag. J'attends le tag, pourquoi? De peur d'être disqualifié si j'interviens? Mais non, il n'y a pas de disqualification. Donc pourquoi est-ce que les mecs ils attendent? On a eu un bon match, c'était un bon match ce match par équipe, franchement. Mais voilà, ça ramène à ce que j'ai mis en titre de vidéo et le concept que j'aimerais appuyer avec ces exemples, c'est qu'on a des incroyables talents. Et tous ces talents, et c'est pas que dans le ring, hein, c'est aussi les scénaristes, il y a beaucoup de monde, mais tous ces talents sont parasités, ils sont relégués au niveau uniquement d'exécutants, qui sont là pour écouter Vince McMahon, qui est le chef de cette prison où il n'y a plus aucune logique, et c'est pas un mal qui touche que la WWE. Par exemple, avant-hier, lors de Fight for the Fallen, on avait Brandy Rhodes qui était tantôt face, tantôt heel, tantôt reface quand il y a eu l'histoire avec le Sheik. J'ai l'impression que c'est une sorte de tendance ou d'évolution du business qui est presque imposée par le manque de logique WWE et que finalement on se dit bon bah si ça se fait, ça se fait. Et c'est pour ça un petit peu que j'ai abandonné l'idée d'analyser la WWE dans un cadre moyen et long terme logique de booking de catch. C'est-à-dire que si je regarde Extreme Rules, le mois prochain, là le 11 août, je mettrai la review probablement le 12, j'essayerai de regarder SummerSlam en regardant SummerSlam sans chercher de logique, sans chercher de continuité avec les semaines précédentes. Lorsque je regarderai les semaines suivantes SummerSlam, je ne chercherai pas à trouver une logique par rapport à ce qui s'est passé à SummerSlam. Bref, je suis arrivé au point où j'ai abandonné sur ce que je suis en mesure d'attendre de la WWE. Je regarde juste le produit pour ce qu'il est. Et ce qu'il est dans ce pay-per-view, on a eu beaucoup de très bons matchs. Enfin, beaucoup. On a eu des très bons matchs. Revival contre les Usos, c'était un super match de catch. On a eu AJ Styles contre Ricochet, c'était un super match de catch. Avec, par contre, ce bémol, ou une fois de plus, voilà. On a un super match, mais le booking n'a aucun sens. Ricochet, ça fait à peine 2 semaines qu'il est champion par équipe. Okay, dans la hiérarchie WWE, allez, je vais essayer de pas trop bouger, parce que sinon le focus va quitter mon visage. AJ Styles, on va dire qu'il est ici, ok. Et Ricochet, champion US, hop, il est ici. Si Ricochet gagne, il va monter. S'il gagne face à des gars qui sont tellement plus hauts et beaucoup plus des stars que lui. C'est comme ça qu'on crée justement de nouvelles stars, en les faisant gagner contre des big names, etc., etc. C'est pas compliqué, c'est tout à fait logique, c'est une logique universelle. Donc hop là, hop par ici,
Donc on a Ricochet, on a AJ Styles. Il faut faire gagner Ricochet. Peut-être encore à SummerSlam, peut-être encore après, et ainsi de suite. Et ah oui, aussi petite distinction, si AJ Styles perd, il va pas faire ça. AJ Styles, il va rester là-haut parce qu'il est suffisamment puissant. C'est comme Triple H, c'est comme John Cena lorsqu'ils perdent des combats. Ça va pas heurter leur aura, ils vont pas être moins des stars. AJ Styles, il est suffisamment haut pour pouvoir perdre face à des mecs qu'on cherche à crédibiliser et à faire monter. Au niveau des échelons WWE, vous voyez ce que je veux dire. Donc, si on fait perdre Ricochet, la seule chose que ça va faire, c'est, dans le meilleur des cas, ça va rester comme ça. Ricochet, maintenant, il va de nouveau presque repartir de zéro. Il va avoir besoin de plus de combats. Peut-être qu'il va regagner à SummerSlam. Mais alors, s'il regagne à SummerSlam, ça ne servait à rien de le faire perdre aujourd'hui. Donc, ça confirme ce que je dis. Et dans la plupart des cas, Ricochet, il disparaît et il va falloir rebosser pour remonter. Donc pourquoi l'avoir fait perdre, c'est complètement con. Peut-être qu'à SummerSlam aussi au niveau des titres par équipe, donc Daniel Bryan et Rowan ont perdu leur titre au profit des New Day, qui sont champions par équipe pour la 6e fois. Je ne sais pas pourquoi Heavy Machinery n'a pas remporté le titre. J'espère de tout cœur qu'ils vont le remporter à SummerSlam, parce que c'est un plus gros show. Peut-être que ça permettra de mettre plus l'emphase sur leur victoire, leur première victoire de champion par équipe. Ça, c'est tout à fait logique. Mais alors, si le plan, c'est ça, de faire gagner Heavy Machinery dans un contexte plus grandiose que celui d'Extreme Rules, pourquoi avoir fait perdre Rowan et Daniel Bryan? Une fois de plus, ça n'a aucune logique. Parce que si on est dans cette perspective, si on n'est pas dans la perspective moyen terme, là, avec ou semi-court terme avec Heavy Machinery comme nouveau champion à un moment ou à un autre, déjà c'est une erreur parce qu'ils sont extrêmement populaires, il faut les faire gagner, il faut battre le fer tant qu'il est chaud, je veux dire c'est l'essence du catch, il faut profiter de ce qui marche. Exemple, Kofi Kingston depuis le mois de février. Si on les fait pas gagner, c'est une erreur. Si on les fait gagner à SummerSlam, avoir fait perdre Rowan et Daniel Bryan, c'est aussi une erreur parce que en leur donnant un mois de plus en tant que champion par équipe, on aurait grossi l'impact de leur défaite prévue à SummerSlam. Ça, vous voyez comment j'essaye de mettre les pièces du puzzle ensemble. Donc voilà, une fois de plus, très bon match de catch, mais un booking qui n'a aucune logique. Cesaro, Aleister Black, un autre match super. J'ai l'impression, avec un tout petit peu de recul, allez, je me fais mentir, parce que là je reviens un petit peu en arrière sur les Raw et les SmackDown là, des semaines précédentes. Cesaro, ça fait plusieurs semaines que le gars il booste, il défonce tout. Donc ça a permis de le construire vraiment jusqu'à ce match face à Aleister Black, contrairement par exemple au New Day qui ils perdent des matchs un petit peu comme ça. Je parle pas de Kofi Kingston, hein, ça c'est encore différent, mais au niveau de la scène par équipe, bref. Et ça c'est quelque chose dont j'ai parlé hier dans la review de AEW Fight for the Fallen, où la WWE fait beaucoup perdre ses champions au lieu de les crédibiliser et ne fait pas forcément gagner ses aspirants ou ses challengers pour les construire en tant que challenger crédible. Donc Aleister Black, Cesaro aussi, un très bon match. J'ai pas trouvé la foule assez investie dans le match, en tout cas pas autant que ce qu'on était en mesure d'attendre, ça c'est mon avis. C'était un très bon match, c'était vraiment un très bon match, les gars se sont défoncés, mais je comprends pas pourquoi le match a été construit de cette manière par les agents ou par Vince McMahon qui donnait des directives. C'est-à-dire que là ça fait combien? Ça fait 6, 7, peut-être 8 semaines qu'il y a Aleister Black où ils ont fait une sorte de reset de son personnage. On essaye de le reconstruire, de le recrédibiliser. Donc il aurait fallu que son premier match de retour soit pas forcément un squash ou une domination écrasante, mais pas un match pendant lequel, comme c'était le cas ici, où il se fait autant dominer. C'était un exemple de plus. Le main event, je n'en parle pas trop. Allez, maintenant une petite pause, on va continuer la review. Je vais vous envoyer pendant 30-45 secondes à Bali sur ce que j'ai filmé au drone là il y a quelques mois sur mon dernier voyage. Je vous mets, comme j'avais fait hier, parce que je sais pas, il y a quelques personnes qui m'ont déjà demandé des renseignements sur ma société, les voyages que j'organise et que je guide et que j'encadre personnellement. Donc ceux qui voyagent avec mon entreprise, voyagent avec moi. Je vous mets le lien parce que voilà, ça peut intéresser quelques personnes. Et puis, allez, après, je vous reprends et on continue.
qu'on va retomber exactement dans les travers du premier match par équipe où on a des gars des équipes mixtes là pour le coup, où il n'y a pas de disqualification. Il n'y a pas de disqualification, ok, pas de souci. Mais alors, foutez le bordel, attaquez-vous dans tous les sens, n'attendez pas des tags, ça ne sert à rien, vous pouvez intervenir, il vous arrivera rien, c'est sans disqualification, allez-y. Comme disait Jean, ça je comprends pas. Et après, bon bah, voilà, la grande surprise, c'est le cash-in de Brock Lesnar. J'ai oublié, excusez-moi. Le match entre Samoa Joe et Kofi Kingston, un bon petit match TV, mais rien de mieux en pay-per-view que ce qu'on a déjà chaque semaine à SmackDown ou à Raw. Donc ça c'était étonnant. Et là c'est pour ça que j'ai pensé, je fais le lien avec le cash-in de Brock Lesnar. À la fin de ce match, il y a la foule qui a chanté We want Lesnar et une autre partie de la foule qui disait No we don't. Donc on veut Lesnar et les autres qui disent non on n'en veut pas. Ça montre aussi l'état d'esprit de l'univers de la WWE. Peut-être qu'on essaye de les enrager en faisant ce cash-in de Brock Lesnar. Et on va voir comment ça va se dérouler à SummerSlam. Honnêtement, j'ai assez hâte de voir ça. SummerSlam d'ailleurs, il va arriver très très vite. Là, c'est dans quoi? C'est dans 1, 2, 3, 4 semaines seulement. Et que dire d'autre sur ce pay-per-view? De manière globale, j'ai trouvé la foule relativement décevante. Alors, dans les commentaires que vous avez laissés, et je vous en remercie pour ceux qui l'ont fait sur la vidéo hier de AEW Fight for the Fallen, eh bien, vous avez dit que la foule était un petit peu en deçà. Alors la foule, c'est un petit peu comme tout. Ça dépend de ce qu'on en attend. Qu'est-ce qu'il y a comme match là? Ah oui, Dusty Rhodes version Polka Dots à la WWE. La foule, oui, ça dépend de ce qu'on en attend. Bah d'ailleurs, très bon exemple, le pay-per-view qui est derrière moi, je l'ai reviewé il n'y a pas longtemps pour la nuit des temps, je vous en dis pas plus. La foule, elle était démentielle. Sur l'autre pay-per-view de 99, la foule était aussi très très bonne. Quand le catch est moyen ou bon, avec une foule qui est super bonne, ça sublime tout et ça donne un résultat absolument génial. Mon exemple, un des exemples préférés, c'est John Cena contre Triple H à WrestleMania 22. Je m'éloigne un peu d'Extreme Rules, c'est pas bien grave. Donc voilà, je disais sur la foule, sur les commentaires AEW, ils ont dit oui, alors Jacksonville Fighter Fest aussi, c'était une foule un petit peu bof. C'est sûr que sur des shows comme ça, un petit peu secondaires, Fighter Fest, Fight for the Fallen, en Floride, c'est une foule de Floride, c'est-à-dire une foule relativement moyenne. C'est pas Double or Nothing, où là il y a plein de mecs qui sont venus de tout le pays, même d'autres pays que les États-Unis. Ce sera aussi le cas à Chicago pour All Out. Là, on est sûr que la foule sera survoltée parce que c'est une foule qui demande. Là, Jacksonville, c'était une foule normale, on va dire classique. C'est pour ça que on n'en attend pas énormément, donc finalement, on n'est pas trop déçu. On sait que à Jacksonville, voilà, c'est pas le Madison Square Garden, vous voyez ce que je veux dire. À l'inverse, là on a Extreme Rules, pay-per-view extrême, dans l'antre de l'extrême à Philadelphie en Pennsylvanie, et pourtant le public était pas méga chaud. Dans un sens, ça m'a un petit peu surpris. C'est pour ça que c'était décevant la manière dont le public a réagi sur certains matchs. Le match de Revival, je veux dire, les gars, ils ont fait un boulot incroyable. Cesaro, Aleister Black, pareil. Les gens n'étaient pas trop dedans. Bon, c'est un petit peu dommage. Peut-être que tout simplement, ils sont saoulés, autant saoulés que le cash-in de Brock Lesnar, même si ça ouvre. J'espère que ça va se terminer à SummerSlam. Ou alors, peut-être qu'ils vont le garder champion pour l'arrivée sur Fox. Parce que Brock Lesnar, malgré tout, c'est la seule semi-star de la WWE. Je veux dire, c'est le seul gars qui a été champion du UFC, donc qui a une légitimité, une crédibilité et une présence média plus forte, ou en tout cas la seule qui soit vraiment ancrée dans l'esprit de l'américain moyen, qu'il a déjà vu ailleurs que sur les shows de la WWE. Donc niveau business, c'est une décision qui tient la route. Après, niveau booking long terme, bon, comme j'ai dit, je réfléchis plus à ça, je regarde Extreme Rules, il y avait plein de bons matchs, mais qui étaient obligés comme ça de sortir leur tuba pour respirer un tout petit peu dans la piscine de chiasse qui est créée par quelqu'un qui va imposer des idées qui n'ont plus de logique, qui sont plus dans le truc, quoi. Je sais pas comment expliquer, il n'y a pas de disqualification, d'où les mecs se font des tags, enfin c'est désespérant de conneries, quoi. C'est encore plus désespérant que Charlie Caruso qui est même pas capable de faire un 33% comme ça. Je veux dire, meuf, tu passes à la télé, quoi, tu prépares ton truc, t'es pas capable d'apprendre, t'as un seul chiffre à dire dans toutes tes interviews, tu peux pas te souvenir de ce chiffre, et même si tu l'oublies, ça montre que tu n'es pas capable de faire 100 divisé par 3, je veux dire, merde. Extreme Rules, symptomatique de l'état de la WWE actuelle. Je le redis,
une masse, une quantité incroyable de superbes talents. Pas forcément tous les meilleurs au monde, à la New Japan, à la EW, on a des talents exceptionnels, mais grosso modo, on n'a que des talents exceptionnels sur le main roster. Et ces talents, ils ne peuvent pas s'exprimer à la hauteur de ce talent justement parce que on leur donne des directives qui viennent d'un gars qui est totalement déconnecté, non seulement de la réalité, mais aussi d'une logique qui a fait pourtant son succès il y a 10, 20 et 30 ans. Voilà, c'est donc là-dessus que je vais conclure la vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout, et puis comme toujours, je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Il faudra être un tout petit peu patient. Autre vidéo que je vais shooter aujourd'hui même, donc je pense que je vais avoir tout simplement le même t-shirt, je m'en tape. Vous allez voir qu'elle va beaucoup vous plaire, vous avez été nombreux à la demander. Donc voilà, et puis d'ici là, n'hésitez pas à commenter, à partager, etc., etc. Me rejoindre sur Twitter, bien sûr, @wrestlingclinic. Pour les emails, les questions, voyage, n'importe où autre, c'est wrestlingclinic@gmail.com. Et puis d'ici la prochaine vidéo, comme toujours, vous savez qu'il ne vous reste pas grand-chose à faire, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.